Avec notre invité Benjamin Coriat, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à l'Université Paris 13. Alors, durant 10 ans, vous avez coordonné au sein de l'Agence nationale de la recherche contre le sida des études socio-économiques sur l'accès aux soins dans les pays en développement. Notamment, aujourd'hui, vos recherches portent sur la propriété intellectuelle en matière de médicaments. Alors là, on vient d'entendre l'exemple du Rwanda qui est plutôt positif, même très positif. Vous le partagez déjà sur le Rwanda, en priori? Oui, je crois qu'il y a de gros efforts qui ont été faits et malheureusement, on n'en est pas au même état dans l'ensemble du monde. Alors effectivement, on se souvient justement à la fin des années 90, il y avait un scandale qui avait clos sur l'accès aux médicaments antirétroviraux. Il n'y avait pas de générique, donc du coup, c'était des prix totalement inaccessibles pour les personnes porteuses du virus, notamment dans les pays du Sud. Aujourd'hui, on en est où? Ben écoutez, aujourd'hui, ça va mieux, hein, mais le point important, c'est que c'est très inégal. Hein, c'est-à-dire, la stratégie, c'est 90, 90, 90. Alors, c'est une belle stratégie, c'est-à-dire 90% des personnes séropositives doivent pouvoir connaître leur état. Ça veut dire donc une stratégie de dépistage massive. 90% des séropositifs qui en ont besoin doivent avoir un traitement. Donc, ça veut dire accès au traitement. Et 90% de ceux qui ont un traitement doivent être détectés zéro. Bon, alors vous voyez, c'est un très bel objectif. Sauf que, voilà. Évidemment, cet objectif dans les pays riches, développés, etc., il est atteint. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, dans de très nombreuses et importantes zones du monde, hein, alors le Moyen-Orient, l'Asie centrale, bon, voilà, l'Europe de l'Est, on en est extrêmement loin. Donc, si vous voulez, l'épidémie, elle est bien combattue. D'une certaine manière, elle est contenue, mais avec des poches noires hein, qui sont aussi des menaces, hein, parce que tant que ça, c'est pas résorbé, ça peut s'étendre. Mais il a existé des génériques pour la première génération de médicaments. Aujourd'hui, on en est à la seconde, à la troisième génération de médicaments, seconde, je crois. Pratiquement, non, on arrive même à des troisième. On arrive presque à des troisièmes maintenant. Pour ces médicaments-là, on en est à fabriquer des génériques? Alors, il y a un gros problème pour ces médicaments-là, parce que on peut toujours fabriquer des génériques, hein, et il y a des génériques hein, pour ces médicaments-là, parce que la technicité de production n'est pas si grande que ça, bien entendu. Par contre, hein, pour des raisons de défense de la propriété intellectuelle de l'Organisation mondiale du commerce, dans de très nombreuses régions du monde, et souvent dans les pays dans lesquels l'épidémie est la plus forte, hein, l'Inde, le Brésil, etc., ces génériques ne sont pas accessibles, ils sont interdits. Et donc ça renchérit énormément, évidemment, le coût du traitement. Donc la stratégie 90-90-90, évidemment, et ne peut être réalisée. Et ça veut dire que les pays que vous venez de citer là sont toujours avec à disposition des antirétroviraux de la première génération qui sont peut-être plus efficaces aujourd'hui? Non, vous avez tout à fait raison. Dans beaucoup de cas, les gens qui sont passés en première ligne il y a quelques années doivent passer en deuxième ligne. Alors, on a deux sortes de situations. Des situations dans lesquelles, grâce à de l'aide internationale, en particulier le Fonds global, il devient possible d'acheter des secondes lignes. Et donc, à ce moment-là, on les distribue. Mais souvent, je ne devrais pas dire ça, mais je le dis quand même, on les achète plus cher qu'on devrait, parce qu'il y a des génériques qui existent, mais c'est interdit, bien. Ou bien, il n'y a pas cette aide internationale, et les gens, j'ai envie de dire, végètent avec des traitements dépassés. Et pourtant, le droit à la santé est un droit, comme on le dit. On ne peut pas contraindre davantage l'industrie pharmaceutique. Ben pour le moment, pas vraiment. Hein, pour le moment, pas vraiment. Elle a été obligée de faire un certain nombre de concessions. Ça veut dire qu'il y a des pays extrêmement pauvres, etc., dans lesquels les génériques sont encore possibles. Mais pour l'essentiel, ça reste quand même un marché très lucratif pour l'industrie. Très rapidement, Monsieur Coriat, vous proposez un modèle alternatif à celui justement de la propriété intellectuelle exclusive. Il s'agit de quoi exactement? Ben c'est pas moi qui le propose. En fait, c'est des acteurs. Hein. Je pense en particulier à une organisation qui s'appelle DNDi, Drugs from Neglected Disease Initiatives, qui sort de MSF, qui a été capable d'établir des plateformes à la fois virtuelles et réelles entre scientifiques appartenant à différents pays, qui collaborent pour la mise au point de traitements et de manière extrêmement efficace, par exemple sur la malaria, et qui ensuite rend ces traitements disponibles
disponibles à titre gratuit. Alors, c'est un modèle de ce qu'on appelle les communs de santé publique et qui a un grand avenir. Alors, pour le moment, il n'est pas appliqué au cas des recherches sur le sida, mais il est appliqué au cas de toutes sortes de maladies dites négligées, mais aussi la tuberculose, la malaria, qui sont des maladies opportunistes du sida et qui souvent accroissent considérablement le mal. Donc oui, il y a un espoir de fabriquer des médicaments dans des conditions complètement différentes. Et d'éradiquer le sida d'ici à 2030, comme le veut l'ONU-SIDA ? Ben ça, on l'espère tous. Moi, j'ai encore quelques doutes. Il faudrait changer beaucoup de choses. Et en particulier, il faudrait changer le fait que les médicaments de nouvelle génération, dont certains sont très efficaces, puissent être rendus disponibles à très bas coût. C'est le nœud du problème. Merci beaucoup, Benjamin Corriat, d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde dans cette journée mondiale de lutte contre le sida.